Bonjour à tous. Je tiens déjà avant tout à remercier l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui, également les organisateurs du cycle de conférences ainsi que l'ensemble des collègues qui sont intervenus au cours de ces 2 semaines pour parler des espèces exotiques envahissantes. Donc je me présente, je m'appelle Jessica Thévenot, je travaille à l'UMS Patrinat, qui signifie patrimoine naturel, qui est un centre d'expertise et de données sur la nature. Cette unité est sous tutelle de 3 structures, le Muséum national d'histoire naturelle, le Centre national de recherche scientifique et l'Agence française pour la biodiversité. Donc je travaille, alors je ne suis pas chercheuse, je suis chef de projet, mais je travaille sur le volet faune en étroite collaboration avec les chercheurs du muséum et également d'autres structures. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des espèces exotiques envahissantes et de quelques actions qui sont menées dans le cadre de la stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes que vous avez pris connaissance en début de la semaine dernière. Et je vais également aborder les liens qu'entretient l'homme avec la nature et qui conduisent finalement à des actions diverses. Donc je donnerai quelques exemples historiques avant d'enchaîner sur des faits actuels. Donc, comme vous le savez, l'homme est en perpétuelle quête de connaissances et essaie de comprendre finalement les interactions qu'il a avec les autres êtres vivants. Donc je vais prendre un exemple typique. Vous avez peut-être entendu parler de cette espèce-là la semaine dernière. Il s'agit du chat. Donc le chat, ce chat, là ce que je vais vous présenter en fait, ce sont des extraits d'un livre qui a été publié par Lewis Blackwell. Donc c'est un photographe animalier, écrivain et éditeur, et qui a écrit ce livre Chat extraordinaire. Et dans le début de ce livre, en fait, donc c'est un livre grand public, il relate un petit peu l'histoire et le lien qui existe finalement entre l'homme et cette espèce. Il relate donc, après avoir fait lui-même des recherches bibliographiques, que les premiers contacts finalement entre l'homme et le chat se sont créés via le service qui a été rendu par cette espèce à l'homme. Ses talents de chasseur, finalement, le chat, a permis de débarrasser l'homme de souris, de rats, de serpents qui pullulaient aux abords des villages. Au fil du temps, le chat finalement a su se rapprocher des habitations jusqu'à vivre dans les maisons. C'est ainsi que la domestication du chat a pris naissance. Alors, j'aborderai pas ici les aspects de taxonomie, les sous-espèces, etc. Simplement, c'est juste pour vous montrer le lien qui existe entre l'homme et la nature. Et ça commence donc il y a très très longtemps. Et donc la domestication finalement a pris naissance en Égypte en 7500 avant Jésus-Christ. Dans ce livre également, il est mentionné que les fouilles archéologiques ont montré que le chat avait une place de choix dans les rites funéraires et avec le temps, finalement, on se rend compte que l'être fonctionnel qu'apportait cette espèce s'est imposé sur le plan spirituel. L'auteur explique également que le chat représente un membre de la famille. Néanmoins, la vénération des chats évolua et de nombreux sacrifices ont eu lieu, notamment ceux pour honorer des dieux, par exemple la déesse Bastet, que vous pouvez voir sur la diapositive, qui représentait la fertilité et l'instinct maternel. Les embaumements épisodiques en fait firent place par la suite à des sacrifices assez grands, nombreux, pour faire des offrandes aux dieux. En 320 après Jésus-Christ, finalement, le culte de Bastet était en déclin et la désacralisation du chat ça s'est fait en fait après 390 après Jésus-Christ, via un décret impérial, ce qui fait que finalement l'arrivée en fait des Romains en Égypte avec le christianisme et tout a fait que le chat a fini par ne plus être considéré comme sacré et les sacrifices se sont arrêtés. Il explique également dans ce livre que le commerce n'en est pas moins concerné puisque le chat finalement s'est retrouvé à apparaître en Chine en l'an 1000 après Jésus-Christ, où le chat a été introduit en Chine et où il occupait une place de choix.
Au Moyen-Âge, en fait, là, on a carrément l'effet inverse, c'est-à-dire que la réputation du chat s'éternit car cette espèce était associée à des pratiques sataniques et de sorcellerie. Et par conséquent, les persécutions qui étaient faites auprès des sorcières et des chats a favorisé finalement l'épidémie de la peste noire au XIVe siècle en Europe. Donc vous voyez que donc, le chat, finalement, il est perçu à la fois comme un porte-bonheur selon certaines périodes ou comme un être maléfique. L'auteur précise que cet état de fait sont finalement le reflet d'une tension grandissante au sein de la société. Par exemple, en 1700, il semblerait que des apprentis imprimeurs tuèrent des chats sous prétexte que les maîtres traitaient mieux leurs chats que leurs ouvriers. Bon, vous voyez, comme quoi c'est un peu... Donc c'est qu'à partir du XIXe siècle que l'homme s'est pris d'un véritable engouement pour cette espèce et l'associe finalement aussi à des besoins culturels, voire personnels. Donc en conclusion de cet exemple, on comprend que les relations entre l'homme et le chat ont été fluctuantes au cours du temps et c'est toujours le cas. Je vais vous présenter un autre exemple maintenant qui concerne l'altérité. Alors qu'est-ce que c'est l'altérité ? En fait, il se tient depuis plusieurs semaines au Muséum d'Histoire naturelle un séminaire qui concerne l'altérité en contexte migratoire. Je vous fais juste un petit rappel parce qu'il y aura de toute façon une publication de ce séminaire qui sera faite ultérieurement par les organisateurs. Donc pour expliquer ce qu'est l'altérité, en fait, il s'agit du caractère de ce qui est autre, dans sa différence aussi bien culturelle que religieux. Et ce séminaire qui est réparti sur plusieurs semaines a été organisé par Émilie Stoll, Romain Siménel et Vincent Leblanc, qui sont des anthropologues. Donc je vais les citer. Ce séminaire, finalement, vise à étudier la tendance des sociétés à penser l'altérité sous la forme d'une figure animale ou végétale. Et ils disent « Dis-moi comment tu traites les végétaux et les animaux et je te dirai comment tu perçois l'autre ». Ceci fait référence à un auteur qui s'appelle André-Georges Audricourt et qui publie une réflexion sur la domestication des animaux, la culture des plantes et le traitement d'autrui. C'est ainsi que l'on peut comprendre, par exemple, comment le piment ou la tomate, tous deux originaires d'Amérique, sont devenus des produits du terroir en France. Et donc ce séminaire s'intéresse ainsi à l'appropriation des plantes ou animaux venus d'ailleurs ou associés à l'ailleurs et au phénomène inverse, l'exotisation d'espèces endémiques. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du séminaire, de comprendre finalement comment des espèces qui sont finalement considérées comme introduites peuvent faire partie d'un patrimoine local par la suite. Alors je ne suis pas du tout historienne non plus, je tiens à le préciser, mais je vais vous donner deux exemples qui ont été présentés par des historiens au cours de ce séminaire. Donc la première personne qui a présenté, qui a donné un exemple, c'est Dominique Juet-Bolaton, qui est historienne au CNRS Muséum, et qui a fait une présentation sur l'introduction du manioc et autres plantes en Afrique. Elle explique que le manioc, qui est une plante originaire du Brésil, a été introduite aux alentours du XVIIIe siècle dans le golfe de Guinée. Cette plante qui est donc à l'origine toxique, il faut quand même a priori une préparation pour pouvoir la consommer. Donc elle est consommée par les Amazoniens, et elle a été introduite en Afrique via l'esclavage. Et à cette introduction, finalement, a été introduit aussi le savoir dans la préparation culinaire de cette plante. Et maintenant, cette plante fait partie du patrimoine local. Donc j'ai trouvé que l'exemple était assez intéressant. Une autre présentation qui a été faite également par un historien qui s'appelle Samir Boumedienne, qui est donc historien au CNRS à ENS de Lyon, a présenté le pouvoir des plantes comme influençant le pouvoir entre les hommes. À l'époque des expéditions de Christophe Colomb, il explique que les explorateurs étaient à la recherche de plantes médicinales, donc le fameux pouvoir des plantes à travers le côté médical, santé. Et pour apprendre, finalement, les conquistadors faisaient souvent des analogies avec ce qu'ils connaissaient pour en quelque sorte finalement se rassurer eux-mêmes. Il explique, l'historien, que finalement l'inconnu était relié à la méfiance, la peur, et le connu étant lié à l'apaisement, le confort. Le chercheur a également présenté un fait qui déjà à l'époque était un peu avéré, c'est que la mobilité des plantes est liée à la mobilité des hommes.
Or, donc, là, je fais un petit aparté, mais si on réfléchit, finalement, l'homme est une espèce animale jusqu'à preuve du contraire. Et si on fait un parallèle avec l'écologie aujourd'hui, eh bien, l'homme est une espèce qui fait de la zoochorie, donc qui fait du transport de semences. Or, la thématique des espèces exotiques envahissantes tend à exclure l'homme du processus d'invasion, alors qu'il fait partie intégrante du système du vivant. Donc là, voilà, ça permet de réfléchir un petit peu sur la question. Mais il est vrai qu'effectivement, l'amplification des mouvements des espèces s'est vue amplifiée depuis que l'homme a su développer des moyens de transport performants, ce qui est en lien aujourd'hui avec ce qu'on appelle la mondialisation. Je vais vous donner un dernier exemple qui concerne en fait les jardins d'acclimatation. Donc c'est en 1860, il y a eu l'inauguration du jardin d'acclimatation par Napoléon III, et je vais vous lire le texte qui est ci-dessous. La création du jardin d'acclimatation résulte de la rencontre entre un projet urbanistique et une ambition scientifique. Dans le cadre du remodelage de Paris, l'empereur Napoléon III veut doter Paris d'un parc paysager dessiné selon le modèle des jardins anglais. Ce sera le bois de Boulogne. À la même époque, le célèbre zoologiste Isidore Geoffroy Saint-Hilaire cherche un lieu où présenter une large variété d'animaux, car la ménagerie du muséum du Jardin des Plantes ne suffit plus. L'objectif de la société est donc de créer un jardin favorisant l'introduction, l'adaptation et la domestication des espèces animales. Donc, en conclusion de tous ces exemples, on peut dire qu'effectivement, la perception que l'homme se fait de la nature, finalement, est conditionnée par ses besoins, aussi dans sa quête de survie. Les objectifs et les actions associées aux espèces diffèrent d'une période à l'autre et sont le reflet d'une tension plus ou moins importante dans la société, tant sur le plan culturel et aussi spirituel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers tous ces exemples, les actions de l'homme ont des conséquences sur les équilibres sociaux et écologiques. Et actuellement, c'est toujours le cas, sauf si je me trompe. Voilà. Et donc c'est comme ça que finalement, l'homme a commencé un peu à réfléchir à l'impact qu'il pouvait avoir lui-même sur la biodiversité, l'environnement. Et là, je vais vous présenter un texte également qui est cité dans le nouveau dictionnaire d'histoire naturelle appliquée aux arts, à l'agriculture, à l'économie rurale et domestique et à la médecine. C'est un texte de 1807. Et c'est Jean-Baptiste Demonnet de Lamarck. Et ce texte nous a été envoyé par notre directeur Jean-Philippe Siblet pour nous rappeler toujours finalement quel est l'objectif actuel vis-à-vis de la conservation de la nature. Et donc déjà à l'époque, en 1807, l'homme a pris conscience de la nécessité de protéger les espèces et les milieux. Et donc dans ce texte, il dit « L'homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, pour ses penchants à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient les sols pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité du sol qu'il habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance et fait que de grandes parties du globe, autrefois fertiles et très peuplées à tout égard, sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes. Négligeant toujours les conseils de l'expérience pour s'abandonner à ses passions, il est perpétuellement en guerre avec ses semblables et les détruit de toutes parts et sous tout prétexte, en sorte qu'on voit des populations autrefois considérables s'appauvrir de plus en plus. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. » Donc ça laisse à réfléchir quand même. Voilà. Donc là, je vais faire un bond un peu dans un peu plus le présent, on va dire, c'est pas très français, mais voilà. Donc finalement, déjà à l'époque, on prenait conscience du fait qu'on avait un impact sur l'environnement, et puis en 1976, donc là je fais un grand bond dans l'histoire, est sortie la loi sur la protection de la nature. Cette loi, en fait, l'objectif, c'est donc de protéger les espaces naturels et les paysages, la préservation des espèces animales et végétales, et de maintenir des équilibres biologiques auxquels finalement ils participent, et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation. Et donc ça a un intérêt général en fait. Donc cette loi, elle est sortie en 1976 et donc ça permettait finalement de commencer à réfléchir à la conservation de la nature. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit
Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer eux-mêmes aux exigences. La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux. Donc on voit toujours qu'il y a toujours ce lien finalement entre l'homme et la nature. On essaie de conserver, mais en même temps, il faut que voilà, l'homme puisse y trouver également sa place. Puis finalement, au cours du temps, il y a eu différentes conventions internationales, des règlements, des directives, des lois qui ont un peu poussé comme des champignons finalement. Et puis la toute dernière qui est sortie, c'est celle du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Donc il est dit, et je cite, donc ça c'est sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire, également on peut trouver ce texte de loi, eh bien il est dit qu'après la loi relative à cette fameuse loi là, sur la protection de la nature en 1976 et la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages en 1993, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été promulguée le 9 août 2016. Cette loi inscrit dans le droit français une vision dynamique et renouvelée de la biodiversité et a pour ambition de protéger et de valoriser notre patrimoine naturel pour faire de la France le pays de l'excellence environnementale et des croissances vertes et bleues. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans ce texte de loi, la notion, en fait, d'espèces exotiques envahissantes est citée pour la première fois concrètement dans un texte, dans la sous-section 2, article 149, chapitre 8, voilà. Alors qu'au préalable, on avait finalement des articles de loi qui visaient à interdire l'introduction de certaines espèces, par exemple de vertébrés dans le milieu naturel. Enfin, il n'était pas explicitement dit qu'on traitait de la thématique des espèces exotiques envahissantes. Puis, donc pour répondre finalement aussi au règlement européen dont vous a parlé aussi la semaine dernière sur les espèces préoccupantes de l'Union, donc il y a eu cette loi qui est sortie et il y a eu un chamboulement en fait de tous les articles de loi qui ont été abrogés, refondus et finalement il en est ressorti que je vais parler que 2 articles de loi. Alors, je crois que dans la salle, nous avons le représentant du ministère de l'écologie sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, si vous avez des questions un peu plus précises sur le sujet, je pense que François Delacaisse pourra répondre à ce sujet. Voilà. Donc, il y a 2 articles. L'article L405 qui vise à interdire l'introduction d'espèces animales ou végétales dans la nature à partir en fait d'une liste d'espèces fixée par arrêté ministériel. Et puis le L406 qui là par contre c'est une interdiction beaucoup plus stricte sur le territoire national qui implique l'interdiction de tout en fait, la détention, le transport, l'utilisation, l'échange. Mais donc à ces arrêtés il y a des possibilités d'autorisation, mais ça reste très 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 cadré. Voilà. Pour la métropole et l'outre-mer, il y a eu des arrêtés qui sont sortis en février de cette année. Et donc, finalement, c'est une reprise des articles de loi, des arrêtés qu'il y avait eu avant et qui ont été refondus par rapport à cette nouvelle loi sur la reconquête de la biodiversité. Excusez-moi, je vais boire un coup. Donc, attendez, hop, je reviens en arrière. Donc aujourd'hui, finalement, on se rend compte que les politiques actuelles tendent à renforcer la conservation de la nature à travers l'élaboration de textes juridiques tout en s'appuyant sur la science. Comme vous le voyez, finalement, l'homme se sent obligé d'intervenir sur la biodiversité car ce qu'il considère finalement être la référence d'un équilibre à un moment donné ne l'est plus s'il introduit des espèces. Alors pourquoi fait-il cela? Peut-être implicitement, peut-être qu'il se sent menacé lui-même, donc il se sent obligé d'intervenir. Donc il y a d'autres actions qui sont menées actuellement. Mais comme vous le savez, finalement, la nature est douée de résilience. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la résilience. C'est la capacité d'un écosystème, finalement, ou d'une espèce ou d'un individu à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. Mais cette résilience qu'a la nature, elle a ses limites. Donc, peut-être que les interventions, finalement, de l'homme ne sont peut-être pas, elles sont peut-être intéressantes à mettre en pratique, quoi.
En fait, ce qu'il faut comprendre sur la thématique des espèces exotiques envahissantes, surtout, c'est que ces espèces-là, elles sont finalement plus le reflet d'une perturbation des milieux que la cause. On oublie souvent ça. De nombreuses publications en fait, tendent à démontrer les impacts des espèces exotiques envahissantes sur d'autres espèces, mais ces derniers, ces impacts ne sont pas faciles à démontrer. Alors, sauf effectivement, on a dû vous parler du cas des milieux insulaires, où de par la spéciation des espèces sur ces territoires, l'isolement géographique, l'endémisme et tout, ces espèces sont beaucoup plus sensibles aux perturbations. Donc, effectivement, dès que vous introduisez une nouvelle espèce, voilà, ça a un impact beaucoup plus marqué et visible, quoi. Donc les nouvelles tendances de la recherche aujourd'hui sont maintenant plutôt d'essayer de comprendre finalement la thématique dans son ensemble en essayant d'identifier les interactions écologiques entre espèces avec des objectifs de conservation in situ. On a par exemple, j'ai en tête la tortue serpentine, c'est une tortue donc, qui est introduite en France métropolitaine, qui dans son aire de répartition en Amérique du Nord est menacée. Les populations sont en déclin de par le braconnage, de par les impacts des véhicules, etc. Et finalement, cette espèce, elle est introduite en France. Il y a des foyers de naturalisation, elle se reproduit à certains endroits. Donc là, il faut réfléchir à finalement se dire quelles actions on va engager sur cette espèce-là, étant donné que pour l'instant, elle ne développe pas de caractère invasif selon la définition qui a été donnée la semaine dernière. Faut-il l'éradiquer? Faut-il simplement la récupérer, la mettre dans un centre de confinement? Faut-il refaire des réintroductions d'espèces dans l'aire de répartition naturelle, tout en veillant effectivement à ne pas introduire non plus les parasites et tout ce qui va avec? Voilà, donc c'est des questions qui engagent à pas mal de réflexions et il faut éviter effectivement de jouer non plus aux apprentis sorciers. Donc il faut du temps, mais des fois on n'a pas le temps et il faut intervenir. J'en parlerai un peu plus tard. Donc, par contre, en effet, des fois, il est préférable aussi de ne pas agir plutôt que d'intervenir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, on est bien d'accord, c'est une question de dosage et surtout, il n'y a pas une recette miracle pour gérer tout ça. Donc, pour en revenir finalement sur une intervention, pour parler de l'intervention sur une espèce, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une espèce est dans un milieu naturel, elle tisse des liens avec ces autres espèces dans ce nouvel écosystème. Et du coup, il est parfois dangereux finalement d'enlever cette espèce de l'écosystème. C'est un peu, je fais une analogie, mais c'est un peu comme une carte que vous enlevez d'un château de cartes. Si vous enlevez cette carte, le château de cartes s'écroule. Ce qui fait que ça peut faire un peu le même effet. Et du coup, je vous invite à lire, si vous avez l'occasion, les articles de Franck Courchamp, qui est chercheur au CNRS, et qui explique les liens qui existent entre les différents niveaux trophiques, entre les prédateurs, les hyperprédateurs, les mésoprédateurs, les proies, les espèces introduites ou indigènes. Et il explique comment, finalement, ces liens se sont créés et comment, finalement, tout ça se régule avec le temps. Voilà, donc si vous enlevez un maillon de la chaîne, vous pouvez tout dérégler. Donc maintenant, je vais vous parler de la stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs axes, plusieurs objectifs et plusieurs actions. Donc moi, je vais vous parler de l'action 1.1 de la stratégie nationale, établir des listes hiérarchisées sur les espèces exotiques envahissantes, et puis l'action 2.1 et 7.2, je vais traiter ça dans un même bloc, qui concerne la surveillance des espèces dans le milieu naturel. Concernant l'action 1.1, établir des listes hiérarchisées, alors moi je travaille sur la faune. Et il y a eu pas mal de discussions en amont avec les experts pour savoir finalement quelle liste d'espèces on allait évaluer pour connaître le caractère invasif de ces espèces. Il y a eu pas mal de discussions sur la notion d'autochtone, alloctone, mais en reprenant la définition du livre de Michel Pascal en 2006 sur les invasions biologiques et extinction 11 000 ans d'histoire des vertébrés en France.
Il précise, Michel Pascal, qu'une espèce dite autochtone d'une entité géographique donnée et pour une période donnée, quand elle est représentée sur cette entité par des populations pérennes au début de la période considérée. Ouais. Versus une espèce dite alloctone d'une entité géographique donnée et pour une période donnée, quand absente de cette entité au début de la période considérée, elle l'a par la suite envahie et y a constitué des populations pérennes. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué finalement de savoir ce qu'est une espèce autochtone ou alloctone quand effectivement on prend cette définition. Pour les plantes, souvent on utilise la date de 1500. Pour la faune, là dans le livre de Michel Pascal, c'est l'Holocène, pour dire en gros avant l'Holocène c'est autochtone, après l'Holocène c'est pas autochtone. Donc c'est très très compliqué. Et finalement, dans le cadre de cette action 1.1, il a été décidé avec les experts faune, qui travaillent sur la faune avec moi, en fait, de considérer simplement le fait que l'espèce elle est introduite. On sait qu'elle est introduite par l'homme de manière volontaire ou involontaire à des périodes diverses, et de voir et d'évaluer finalement à partir de traits biologiques et écologiques si cette espèce développe des caractères invasifs selon la définition qui a été présentée la semaine dernière. Donc ces travaux de hiérarchisation sont en cours cette année, voilà, et devraient présenter une première liste d'espèces considérées comme invasives au niveau national. Mais donc vous comprendrez que cette notion d'espèce invasive est temporaire, puisqu'une espèce peut ne plus être invasive avec le temps, à partir du moment où elle est régulée par une autre espèce ou qu'elle est régulée par l'homme, voilà, donc jusqu'à ce qu'elle trouve finalement sa place dans l'environnement. Ces travaux de hiérarchisation menés cette année ne présenteront pas les actions à mener, mais proposeront des grandes orientations pour qu'à des échelles territoriales, les actions engagées, quelles qu'elles soient, que ce soit de la réglementation, de la surveillance, de la gestion, on peut définir n'importe quel type d'action, enfin de façon réfléchie bien sûr, soit les plus appropriées, et parce que, comme je disais, il n'y a pas de recette miracle, donc c'est pas à un niveau national finalement qu'on va pouvoir dire voilà, c'est une espèce invasive au niveau national, donc il faut faire ça. Il n'y a pas de recette miracle, il faut réfléchir au niveau local. Donc c'est des grandes orientations au niveau national et on agit au niveau local. Ces travaux donc seront basés sur des consensus entre experts, sur de la bibliographie et surtout présenteront des niveaux d'incertitude, parce que comme vous le savez, la science, c'est pas exact non plus, et la connaissance n'est des fois pas exhaustive aussi sur ces espèces. On vous a dit également, je crois que Jean-Louis Justine a rappelé ça mardi dernier, sur le fait qu'on avait souvent des informations, lui-même en citant, je crois, Claire Villemont, c'est ça, sur le fait que finalement on avait des informations sur des espèces dans leur aire de répartition naturelle, mais que dans des aires d'introduction, c'était compliqué, qu'il fallait du temps, il faut faire de la recherche pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc c'est pas évident. Donc avant de faire des préconisations d'action sur des taxons, en fait, avant tout, il faut connaître le degré de distribution de l'espèce aussi. Il faut savoir où est-ce qu'il y en a. Voilà. Donc là, je vais enchaîner sur l'action 2.1, qui est concevoir et mettre en œuvre un système national de surveillance des espèces exotiques envahissantes, et l'action 7.2, qui est organiser les connaissances dans un système d'information. En gros, c'est quels sont les flux de données, comment les données naturalistes remontent au niveau national, etc. Pour effectivement faire des cartes de distribution d'espèces. Donc, et bien pour cela, donc là j'ai mis quelques mots-clés. Donc où sont les espèces? Donc il faut connaître la distribution. Sur la thématique des espèces exotiques envahissantes aussi, on a différents types de surveillance que j'aborderai par la suite. Il faudra aussi effectivement identifier les acteurs et les besoins et les outils en matière de surveillance. Et cette année, on a lancé 2 stages. Donc il y a un stage qui est encadré par l'UMS, pour identifier un réseau d'acteurs durables sur la surveillance des espèces introduites dans le milieu naturel. Et il y a un autre stage qui est encadré par l'AFB sur les voies d'introduction et de propagation des espèces introduites, voire invasives. Et donc tout ça, ça va permettre finalement d'avoir une cartographie des acteurs, des espèces, les interrelations qui existent finalement entre toutes ces personnes.
Donc là, je vais aborder un petit peu les définitions, c'est reparti pour un tour. Donc qu'est-ce que la surveillance finalement? C'est un processus de veille d'espèces introduites dans le milieu naturel. Ces espèces peuvent être naturalisées ou non, donc c'est-à-dire qu'elles se reproduisent de façon autonome sans intervention de l'homme, voire potentiellement invasives ou considérées invasives. Cette surveillance, elle se traduit sous 3 formes: l'alerte, la détection précoce et le suivi. Le suivi, alors je vais vous parler du suivi. On a donc une définition qui est donc une surveillance de la progression, de la régression ou de l'évolution d'une espèce exotique envahissante bien connue sur le territoire et sur laquelle des moyens de gestion spécifiques sont déployés. Le suivi est en partie utilisé pour des espèces présentes déjà sur un territoire donné, quelle que soit la surface de distribution de l'espèce. Donc en exemple, je vous ai mis en dessous la Jussie à gauche. Je sais pas, il y a un petit curseur, je crois. Donc là, la Jussie. Et ici, le ragondin. Donc voilà, 2 espèces, une flore et une espèce animale. Et donc, ces espèces sont largement répandues. Alors, selon vous, est-ce qu'il est nécessaire ou pas d'intervenir sur l'ensemble du territoire? Grande question. Ne faut-il pas plutôt finalement mettre l'énergie ailleurs pour limiter les effets si ces derniers sont ressentis ou identifiés? Voilà, donc ça c'est une question, donc j'aimerais bien avoir vos avis sur le sujet tout à l'heure. Je vais vous donner un autre exemple qui est donc le deuxième type de surveillance, qui est donc la détection précoce et la réaction rapide. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une approche proactive pour la gestion des espèces exotiques envahissantes afin d'empêcher en premier lieu leur établissement. Elle permet de localiser des espèces émergentes, connues ailleurs pour leur fort impact et leur coût important de gestion, mais encore très peu présentes sur le territoire concerné. Je vous ai mis en exemple à droite, ici, le ver plat de Nouvelle-Guinée dont Jean-Louis Justine vous a parlé mardi dernier, qui est un bon exemple de détection précoce, puisque cette espèce est confinée dans la serre du Jardin des plantes de Caen. Donc, est-ce que, selon vous, il est pertinent ou pas d'intervenir, sachant qu'elle n'est pas encore dans la nature ? Donc normalement, il faudrait pouvoir intervenir. Mais selon les espèces auxquelles on a affaire, il est des fois très difficile de gérer une espèce du fait que elle n'est pas visible. Vous avez vu la présentation de Jean-Justine. Il y a certaines espèces qui font des cocons, d'autres qui font de la scissiparité. C'est très compliqué des fois de pouvoir gérer une espèce, même si elle est en milieu confiné. Le tout, c'est de pouvoir confiner cette espèce pour éviter effectivement qu'elle se retrouve dans la nature et qu'elles viennent tisser des liens avec d'autres espèces et que ça vienne finalement perturber à un moment donné l'équilibre écologique du milieu. Pardon. Le troisième type de surveillance, c'est l'alerte. Et là, en fait, on est directement en amont de l'introduction dans le milieu, voire du territoire. Cette alerte, donc, c'est une surveillance de l'arrivée sur un territoire donné de nouvelles espèces potentiellement envahissantes, connues pour être problématiques sur un territoire voisin ou sur un territoire présentant des caractéristiques biogéographiques similaires. À cette alerte est associée en général une liste d'alertes, une liste d'espèces, qui consiste donc à lister les espèces exotiques non encore présentes sur un territoire ou présentes seulement dans une zone très limitée qui présente des risques d'envahissement. Donc sur la droite, de nouveau, ici, je vous ai mis un exemple qui est... donc moi, j'ai été volontaire civil en 2008 dans les terres australes antarctiques françaises. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des territoires qui sont situés dans l'océan Indien, entre la Réunion et l'Antarctique, avec des territoires français. Et donc, en tant que volontaire civil, j'étais dans un programme qui s'appelle EcoBio de l'Université de Rennes et qui visait finalement à suivre des espèces introduites et indigènes en lien avec le changement climatique. Bon, ça, c'était le programme de base. Mais il s'est avéré qu'avec mon prédécesseur, qui n'était pas encore parti sur les terres australes en Antarctique française, on s'est amusé à aller voir ce qu'il y avait dans le fret d'ordre alimentaire qui était importé sur ces territoires pour nourrir les hivernants. Et lui-même, déjà à l'époque, avait constaté la présence d'un petit papillon de nuit, un hétérocère, qui s'appelle Plutella xylostella. Qui est un papillon qui se nourrit de brassicacées qui sont la famille des choux, quoi. Donc c'est surtout la chenille qui est ici. Et là vous avez l'adulte.
Et donc ce papillon donc, qui se nourrit de choux, finalement, comme vous le savez, dans les terres australes, vous avez également le chou de Kerguelen. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un chou qui est situé dans les terres australes. Et donc, cette espèce, elle n'a pas été repérée dans la nature. Donc, il a été décidé avec les responsables des terres australes antarctiques françaises que certains légumes ne seraient plus importés sur ces terres, sur ces îles, justement pour éviter que l'espèce s'échappe et qu'elle se retrouve dans la nature et qu'éventuellement, il y ait un impact potentiel de l'espèce sur les choux de Kerguelen. Donc vous voyez comment finalement tout doucement on passe de la nécessité de vouloir agir à tout prix sur des espèces peut-être qui sont largement répandues alors que c'est peut-être pas pertinent finalement, à des moyens de substitution comme vous a présenté aussi Quentin Rome sur le frelon asiatique, on dire on peut pas agir tout le temps partout, peut-être qu'il faut limiter l'impact en mettant en place telle ou telle méthode pour limiter le stress des abeilles, etc. Et plutôt d'être dans la prévention, la détection, l'alerte plutôt que d'être tout le temps dans la gestion et le curatif, quoi. Alors, je vais vous présenter maintenant des outils finalement qui permettent de suivre tous ces animaux, toutes ces plantes. Et donc là, je vais vous parler d'un outil qui est l'INPN, donc l'Inventaire national du patrimoine naturel, qui est géré par notre unité, qui est donc la plateforme nationale du système d'information sur la nature et les paysages. Donc c'est toujours dans cette optique, toujours de diffusion de la connaissance sur la biodiversité. Et en même temps, ça répond aussi à des programmes de conservation. Ce site internet, donc c'est une plateforme, mais derrière tout ça, il y a plein de bases de données et ça gère et ça diffuse toutes les informations en lien avec la biodiversité et également sur la géodiversité. Et donc, grâce à ce site internet, on a aussi toute une traçabilité des sources liées à la biodiversité. Il y a différents programmes et on a des fiches espèces, des cartes de distribution, des référentiels taxonomiques pour donner justement des noms aux espèces. Il y a de la cartographie, il y a pas mal de photos. Vous pouvez voir les chiffres qui sont situés ici même, là, dans le petit encadré. Et donc, sur ce site internet, on a un outil même qui est intégré à l'INPN qui s'appelle l'ABDSM, ici, qui est l'Atlas de la biodiversité départementale et des secteurs marins, qui permet de recenser la distribution des espèces par département, connaître leur degré de distribution. Est-ce que c'est une présence avérée? Est-ce que c'est une présence probable? Est-ce que c'est une absence avérée ou probable, etc. Il y a différents degrés et c'est basé sur le dire d'experts, mais bien évidemment, c'est validé. Ces cartes sont validées. Et finalement, cet atlas a un côté dynamique puisqu'on peut mettre assez rapidement les cartes à jour quand on a l'information à disposition. Donc c'est pour ça que c'est un outil intéressant dans le cadre de la détection ou de l'alerte d'une espèce introduite. On peut mettre rapidement l'information à disposition de tout le monde. Donc je vous invite à aller voir le site de l'INPN dont le lien est situé ici. La suite. Et donc, vous avez entendu parler des sciences participatives également au cours de ces semaines, avec le frelon asiatique, les écureuils en France. Je pense que voilà, ça a été abordé. Et donc, du coup, moi, je vais vous parler d'une application qui est l'application INPN Espèces. Donc en fait, c'est une application smartphone, donc c'est utilisable sur téléphone. L'objectif de cette application est de sensibiliser le grand public, tout le monde, à la biodiversité. Ça concerne aussi bien la métropole et l'outre-mer. On sait que depuis le lancement de cette application, il y a eu 35 000 téléchargements, 35 millions de données mobilisées, vraiment pour avoir de l'info. Et l'idée, c'était de savoir, en fait, c'est une application qui vous permet de savoir ce que vous pouvez avoir comme type d'espèce autour de vous. Ça vous dit pas exactement là où vous êtes, ce que vous avez, mais voilà, vous savez qu'aux alentours de là où vous êtes géolocalisé, vous pouvez trouver ces espèces. Et finalement, les développeurs de cette application, qui sont des collègues de l'UMS,
ont décidé de réaliser une version 2 de cette application qui va permettre finalement de saisir carrément des observations dans la nature, quoi. Donc c'est comme un carnet où vous écrivez voilà, j'ai vu tel papillon à tel endroit, à telle heure, à tel endroit, hein. Eh bien vous pouvez le faire également, vous pourrez le faire également avec votre téléphone. Donc il y aura une présentation, enfin normalement cette application est censée sortir en mai 2018 là, pour la fête de la nature, donc je vous invite à venir également à la fête de la nature. Une petite pub, voilà. Et puis, donc on vous présentera cette application. Et donc les données qui arriveront via l'application, elles seront validées par des experts. Et donc il y aura des liens étroits qui se feront entre les validateurs, les observateurs. Il y aura une communauté en fait qui va se créer autour de ça. Et les gens vont finalement limite s'auto-valider les observations. Donc ça va être quelque chose d'assez dynamique et assez intéressant. Et ça concernera effectivement toutes les espèces qui sont présentes dans l'INPN. Voilà, donc c'est un outil de science participative qui est intéressant également pour la thématique des espèces invasives. Puisque actuellement, finalement, on a quelques outils à disposition, mais on n'a pas encore tout. Donc moi, je vais vous parler du dernier site qui est sorti au muséum, qui est le site internet sur les espèces exotiques envahissantes et la faune introduite en France. En fait, ce site a été réalisé pour répondre aux objectifs, à la feuille de route un peu de l'unité qui était à l'époque le service du patrimoine naturel. Vous avez peut-être entendu parler, donc qui est devenu donc l'unité mixte Patrinat. Et donc ce site internet concerne donc la faune, tous les groupes taxonomiques concernant la faune, les habitats. C'est avant tout un outil de veille et d'information sur la faune introduite ou invasive en France et à l'outre-mer. Et il y a différents volets qui sont traités, à savoir donc la prévention à travers. Alors là, on voit rien du tout sur la diapo, mais je vais vous montrer. Ici, vous avez un onglet qui concerne la surveillance. Ici, vous avez un onglet sur les signalements. Ici, vous avez tout ce qui concerne les outils d'évaluation, donc la fameuse méthode de hiérarchisation des espèces pour connaître le caractère invasif. Tout ça, ça va arriver dans cet onglet-là. Et puis, vous avez une grosse partie médiathèque où vous pouvez avoir accès à des vidéos qui expliquent la différentes facettes finalement de la thématique, que ce soit dans un but de gestion, de lutte sur les espèces invasives, ou plutôt de voir la thématique dans son ensemble, essayer de comprendre le fonctionnement en fait des espèces les unes avec les autres. Enfin, voilà, il y a plein de facettes différentes de la thématique qui est intéressante à prendre en compte. Et puis le dernier, donc ça concerne l'enseignement. Donc il y a des petits articles qui permettent de comprendre finalement ce qu'est une espèce invasive, et voilà, de réfléchir un petit peu à tout ça. Donc ce site est disponible sur le lien suivant qui est ee.mnhn.fr. Donc là, je vais vous présenter également donc, une partie de ce site qui est la partie signalement. Donc c'est toujours en lien avec la surveillance, puisque c'est un peu l'objectif aussi de la présentation aujourd'hui. Qui est situé en fait ce formulaire de signalement dans le premier onglet du site à cet endroit. Ici vous avez au début une fiche de présentation en fait des espèces qu'on peut en fait recenser à travers ce site. Donc c'est de la science participative. Vous pouvez être amené vous-même à voir ces espèces dans vos jardins, dans un parc, n'importe où, voilà. Et donc ça concerne des espèces qui sont présentes à observer, donc des espèces qui sont quand même faciles à reconnaître par le grand public, où on est assez limité dans les confusions. Donc on présente des vers plats, on présente des papillons, des punaises. En ce qui concerne le frelon asiatique, il renvoie vers le site internet du frelon asiatique dont on vous a parlé Claire Villemont la semaine dernière, et puis également vers le site sur les écureuils en France, qui est géré par Jean-Louis Chapuis. Donc il y a d'abord une fiche de présentation qui explique ça, et également, donc ça c'est les espèces présentes, mais vous avez aussi les espèces absentes. Donc les espèces absentes, pourquoi ces espèces absentes plus celle-là et pas d'autres, car en fait nous avons le règlement européen, et dans ce règlement européen on a des espèces qui sont absentes du territoire français, et cela nécessite qu'on fasse une veille puisqu'on a des obligations réglementaires derrière. Et donc parmi ces espèces absentes, eh bien il y a un onglet, une partie qui est destinée
destiné à saisir ces observations. Si un jour vous voyez une de ces espèces-là, vous pourrez faire part de vos observations à travers ce site. Donc comment ça se présente? Une fois que vous cliquez sur les fiches, sur les espèces par exemple présentes à observer, vous avez des catégories, donc sur les papillons, les punaises que je vous disais, et puis alors là ça descend parce que c'est des systèmes de gestion de contenu, les CMS, donc c'est pas très ergonomique, c'est pas très pratique, mais bon, en gros il faut bien dérouler le curseur pour voir tout ce qui est marqué. Néanmoins, vous pouvez avoir accès quand vous cliquez sur fiche d'identification, donc à un document comme ça qui est une fiche d'identification du brin du pélargonium. Ces fiches espèces se retrouvent également sur les fiches descriptives de l'INPN, qui est l'Inventaire national du patrimoine naturel. Donc là, vous pouvez vous informer avant de saisir, et si vous avez envie de saisir, eh bien, il faut cliquer sur, je reviens peut-être en arrière, vous avez un truc qui s'appelle signaler sur la page de présentation, qui est donc ici signalé, tac, et vous arrivez sur un formulaire qui vous permet de saisir votre observation avec à gauche en gros toutes vos coordonnées et puis le taxon que vous avez observé, la date d'observation, absolument une photo parce que s'il n'y a pas de photo la donnée ne sera pas validée, ça c'est sûr. Et puis il y a d'autres choses en dessous, mais donc c'est lié surtout à l'observateur, l'espèce observée, les milieux observés. Et puis à droite c'est la géolocalisation, donc c'est vraiment où, en gros, vous cliquez sur un endroit et ça vous saisit automatiquement l'endroit que vous avez, l'endroit à partir duquel vous avez vu l'espèce. Et donc, j'en arrive à la conclusion. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait. Donc, en gros, la conclusion par rapport à tout ça, c'est que ce que je tiens à dire, c'est que, et Jean-Loup Justine l'a répété aussi mardi dernier, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise espèce, c'est vraiment une vue de l'esprit, quoi. Chaque espèce a sa place au sein du vivant avec des fonctions bien précises, et ça, il faut le comprendre. La deuxième conclusion, c'est de dire que les actions entreprises par les hommes donc, sont fonction de leurs objectifs passés, présents et futurs et qui ont des conséquences sur les équilibres biologiques, écologiques et sociaux. La troisième, c'est de dire que la prévention est le meilleur remède aux perturbations écologiques. Enfin, il faut être plutôt dans le préventif que dans le curatif. C'est toujours plus économique également d'être dans le préventif. Voilà. La thématique des espèces exotiques envahissantes présente différents points de vue. Vous avez pu voir cela à travers les différentes présentations qui ont été faites au cours de ces 2 semaines. Et il semble important d'avoir un langage le plus neutre possible, sans jugement de valeur. Le langage guerrier est quand même à proscrire. Tout ce que j'entends, et enfin je l'entends toujours, c'est les sales bêtes, les nuisibles, les mauvaises herbes, etc. Sont à bannir, parce que c'est basé uniquement sur une vision anthropocentrée, quoi. Donc du coup, c'est pas, voilà, on va pas aller loin. Et puis une autre conclusion est de dire que la thématique des espèces exotiques envahissantes doit être considérée en fait dans son ensemble, en prenant en considération les interactions écologiques entre espèces et les milieux, plutôt qu'à travers une simple définition. Une définition, c'est bien parce qu'il faut cadrer, mais après, au niveau des actions, il faut réfléchir à la manière dont tout ça fonctionne avant d'agir. Enfin, une dernière diapo, donc c'est de dire qu'il faut éviter d'introduire tout et n'importe quoi, vous l'aurez bien compris. Et ça, par exemple, au titre de citoyen, c'est de s'informer avant d'acheter un animal ou une plante en animalerie jardinerie ou sur Internet. Et puis, par exemple, ça peut être aussi de nettoyer ses affaires avant de voyager. Simplement ça. Je sais que dans les terres australes antarctiques françaises, parce qu'on était en milieu insulaire et qu'il y avait, c'est des milieux qui sont assez sensibles aussi, on nous faisait nettoyer les chaussures, on passait dans des bains, ça enlevait les virus, les spores XY, donc c'est nettoyant, on aspirait, il faut aspirer ces sacs à dos, c'est des petites choses qu'on peut faire nous tous finalement au quotidien dans un but préventif, quoi. Donc même moi, faut que je le fasse, voilà. Et donc on peut également, tout le monde peut assurer un rôle de relais sur ces aspects de prévention. Donc c'est comme ça que finalement on arrivera peut-être à changer un peu la donne, plutôt que d'être toujours dans le curatif et de constater les dégâts. S'il y en a, non, je veux dire, on peut tous agir en amont.
Donc il faut éviter également de relâcher un animal dans la nature parce que ça peut être un acte de cruauté également pour cette espèce-là qui se retrouve dans un milieu, c'est comme si on vous lâchait dans la jungle amazonienne, ce serait un peu compliqué. Et donc il y a des documents qui existent sur les codes de bonne conduite, donc je vous ai mis un lien, vous pourrez aller voir pour les personnes qui ont Internet en page 18. Et les deux derniers points que j'aborderai, c'est de dire que finalement les actions sur les espèces qui sont largement répandues doivent être localisées en fonction des enjeux patrimoniaux et qu'il est nécessaire de privilégier des méthodes de substitution, si on en a, plutôt que de vouloir à tout prix agir. Et en général, des fois, on se rend compte que ça sert à rien, on a beau essayer d'année en année, on voit que ça aboutit pas. Donc il faut peut-être réfléchir autrement et s'adapter finalement aux problèmes, entre guillemets. Et enfin, le dernier point qui me semble effectivement le plus important aussi, c'est de dire que la détection précoce et l'alerte sont les deux types de surveillance à privilégier dans un but préventif et pour une meilleure efficacité des mesures. Je vous remercie. Merci pour les bulles. Attendez qu'on les lise. C'est une pointe d'humour. Voilà. Merci beaucoup, Jessica Thévenot. Est-ce que vous avez des questions pour Jessica? Oui, Chia. Oui, moi j'ai une question par rapport aux séances que nous avons, auxquelles j'ai assisté. On nous a parlé d'animaux d'élevage, notamment en ce qui concerne les écureuils gris. J'entends pas, excusez-moi, je n'entends pas très bien. Alors, je peux parler plus fort. Là, comme ça va? Oui, ça va allez-y. mieux? Oui, quel est l'impact de l'élevage de certains mammifères, notamment je pense lors d'une séance on a évoqué à propos des écureuils, pour faire court, les écureuils gris, voilà, et donc qui mettrait en danger, d'après ce que j'ai compris quand même, l'écureuil roux, on va dire, qui est devenu une espèce protégée parce qu'il y a invasion. Soit ils sont importés des États-Unis, soit ils sont importés de l'autre côté Russie. Mais voilà, on a donc l'élevage. Et paraît-il que c'est parfaitement légal. Donc moi je voudrais savoir, au niveau des scientifiques, qui font un certain nombre de constats, justement sur les dégâts de biodiversité qui ne sont pas régulés, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y a des territoires entiers qui ne sont plus du tout visités par les oiseaux, par exemple, parce que par rapport au type d'agriculture qui est pratiquée. Voilà, donc ça, ce sont des vraies questions, parce que ça met en danger notre survie, à long terme, à moyen terme même, on peut dire. Voilà, donc moi je voulais savoir quel l'élevage, sur l'élevage, puisque ça a été quand même évoqué pendant ces séances, et que vous avez cité l'intervenant, je voulais savoir qu'est-ce que c'est, selon les élevages, est-ce que vous avez une appréciation que vous pouvez donner en tant que scientifique, ou pas, ou est-ce que vous avez la parole par rapport à ça? Est-ce que vous avez le droit de vous exprimer par rapport à l'élevage qui pourrait être donc invasif et destructeur donc de biodiversité? Donc effectivement, les élevages, comme vous savez, sont peut-être des foyers d'échappement d'espèces dans le milieu. Donc à partir du moment où une espèce n'est pas présente dans le milieu naturel, si ça s'échappe et que ces espèces tissent des liens finalement avec d'autres espèces, c'est peut-être pas le problème qu'elles tissent des liens, mais c'est le fait qu'elles perturbent finalement à un moment donné le milieu naturel et les autres espèces, oui, ça peut avoir des conséquences importantes. Et c'est pour ça que justement les élevages sont maintenant cadrés au niveau de la réglementation, que maintenant on fait plus tout et n'importe quoi. Donc si François veut peut-être intervenir sur les élevages, au niveau de la réglementation. Attends. Vous parlez de François ? François Delacaisse, du ministère de l'écologie, de la transition écologique et solidaire. Merci Jessica. Voilà, je suis le chargé de mission espèces exotiques envahissantes au ministère de la transition écologique et solidaire. Et je travaille concrètement, étroitement avec Jessica, justement, sur la thématique des EE et sur la stratégie. Je vais vous poser une question, mesdames, qui a un rapport avec les élevages. Est-ce que vous avez des manteaux de vison? Bon, très bien. Le manteau de vison, il est fait à partir de vison d'Amérique.
qui a été importé donc en Europe pour l'élevage pelletier, hein, la fourrure, et le vison d'Amérique, c'est un animal qui est intelligent et qui s'échappe des élevages. Et il s'est tellement bien échappé qu'il s'est répandu au niveau de la France, hein, vous en avez en Bretagne, Pays de Loire, Aquitaine, etc. Et malheureusement, il y a un animal qui existe, qui était présent chez nous avant, qui s'appelle le vison d'Europe, et qui est plus petit, et qui souffre de la concurrence du vison d'Amérique à tel point qu'il en reste 250. Il est classé en danger critique d'extinction par l'UICN et donc il est clairement en voie de disparition de par la présence du vison d'Amérique. Alors, la réglementation européenne et nationale sur les espèces exotiques envahissantes encadre les élevages animaux. Elle encadre également la production végétale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a l'autre pendant. Là, effectivement, Jessica vous parle des animaux, mais on a aussi des espèces invasives végétales. Et cette réglementation, elle fait que maintenant, les éleveurs ne pourront plus produire, commercialiser, etc., les espèces qui sont réglementées, sauf autorisation ministérielle, c'est moi qui vais la délivrer, après accord de la Commission européenne. Donc je pense qu'il n'y en aura pas énormément. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'arrive là. Notre question. Vous avez pris votre classe préférée, là. Bonjour, merci pour cette présentation. Je vais revenir sur les questions d'élevage. Je fais partie d'un conservatoire, le conservatoire de l'abeille noire d'Île-de-France. On fait partie d'un réseau de conservatoires qui sont des associations en 1901 qui n'ont aucun outil juridique pour faire de la défense de notre sous-espèce d'abeille dite domestique ouest-européenne, qui est une problématique un peu particulière pour l'abeille domestique, c'est qu'elle est considérée au titre agronomique mais pas naturelle. Donc on n'a pas d'outil de défense de l'espèce en elle-même, comme les vaches, les poules et ce qui va avec. Et nous, c'est difficile de confiner les élevages. Il se trouve que depuis 40 ans, on a fait de l'introduction de sous-espèces qui viennent d'un peu partout en Europe, massivement suite aux mortalités d'abeilles. Et donc, on se retrouve avec notre sous-espèce d'abeille qui est en train de disparaître. Parce que, malheureusement, les abeilles domestiques, elles vont se reproduire dans la nature. C'est pas une reproduction contrôlée. Moi, je m'interroge beaucoup sur les stratégies de protection d'espèces. Je pense qu'on va pas très loin à faire du relevé d'espèces exotiques qui sont massivement introduites par la commercialisation en horticulture, la commercialisation en agriculture. Je trouve que les politiques publiques, elles sont extrêmement trop légères par rapport à ça. Il y a des déplacements commerciaux partout dans le monde et il y a des déplacements d'animaux ou de flore. Donc je suis d'accord avec vous, on ne peut pas parler de guerre, on ne peut pas caractériser les espèces comme étant... il ne faut pas les voir négativement, mais en attendant, on bouleverse des équilibres écologiques. Dans biodiversité, il y a diversité biologique. On voit quand même des impacts, même si c'est difficile à chiffrer. Moi, je ne sais pas, par rapport aux politiques publiques, ce qu'il est possible de faire, et notamment, moi, pour ce qui me concerne, sur les questions génétiques, donc l'abeille se reproduit dans la nature, mais il faut savoir que l'ANSES a autorisé l'élevage d'osmies. Donc on va avoir des souches d'osmies qui vont être des clones, enfin je schématise, mais qui vont être massivement diffusées dans l'environnement. Comment on fait de la protection de nos osmies autochtones dans ces conditions, vu qu'il y aura forcément... là on pousse un peu plus loin que simplement l'observation d'espèces exotiques, même pour le bombus, qui est utilisé en serre ou en plein champ, en élevage, et donc c'est pareil, c'est des individus génétiquement quasiment identiques qu'on balance dans la nature. Pourtant, en écologie, on parle d'écotypes. Comment on fait dans ces conditions? Parce qu'effectivement, là, l'agronomie, c'est un gros problème pour l'environnement. C'est pas des questions qui sont travaillées par l'INRA. Elles sont peu travaillées ou que sous certains regards et donc qui concernent l'agronomie. Et en termes d'impact environnemental, moi... je vois pas grand-chose, donc je sais pas pourquoi c'est pas pris en compte, pourquoi les politiques publiques
commence à peine à vaguement réfléchir à ça, c'est un peu problématique. Alors, c'est pas que ce n'est pas pris en compte, c'est que là, c'est en train de se mettre en place. On a aussi donc le règlement européen qui est sorti en 2014 et qui finalement permet d'avoir une liste d'espèces pour lesquelles on a des interdictions strictes au niveau de l'Union européenne. Donc, c'est tous les États membres qui sont concernés par ces espèces-là. Il y a une série d'interdictions. Donc, déjà, ça commence à couper l'herbe un peu sous le pied. Et puis, effectivement, en plus de ça, je vous ai présenté assez rapidement l'action sur la hiérarchisation des espèces qui visera finalement aussi à alimenter ces arrêtés qui sont sortis sur la faune, la flore en métropole. Et également, il y a eu des arrêtés qui sont sortis pour certains territoires d'outre-mer, mais ça va se compléter. C'est des travaux qui sont en cours et la réglementation vise justement à limiter ce genre de soucis. Pardon ? Quels outils de contrôle ? Déjà, il faut effectivement identifier les voies d'introduction. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui soient formées aussi au niveau des points d'entrée pour la reconnaissance des espèces. On le fait bien dans le cadre de la Convention internationale sur le commerce, dans le cadre de la CITES. On peut le faire également, j'imagine, pour des espèces qui sembleraient être problématiques pour le territoire national. Mais alors, il ne faut pas réfléchir administrativement non plus, il faut avoir une vision de biogéographie aussi, parce qu'effectivement, il faut aussi prendre ça en compte. Et donc, à partir du moment où les gens seront formés à identifier les espèces à partir d'une liste d'alertes dont j'ai parlé tout à l'heure, peut-être qu'on arrivera à éviter les introductions de ci, de là, des osmies qui sont exogènes et j'en passe des meilleurs. Donc, c'est vraiment par la formation, la communication, la sensibilisation et le relais de l'information qu'on y arrivera aussi. Et la réglementation, finalement, vient appuyer toutes ces démarches. Je ne sais pas si, François, tu veux aussi encore... Oui, je vais en rajouter un petit peu. Effectivement, la lutte, clairement, c'est sur le terrain qu'elle se passe. C'est pas dans le ministère, c'est pas dans les instances, on va dire, scientifiques non plus. C'est sur le terrain et il faut des moyens techniques, il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers. Sur les moyens techniques, il y a des choses qui se mettent en place, etc. Mais clairement, on tâtonne parce que c'est, comme l'a dit Jessica, c'est totalement empirique. Une espèce, elle apparaît à un endroit, tout d'un coup, elle devient invasive, on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, éventuellement, elle régresse, on ne sait pas pourquoi non plus. Et clairement, on ne sait pas comment la traiter. Alors, il ne faut pas traiter, il ne faut pas tout faire, on va dire, on ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Il faut effectivement réfléchir à ce qu'on fait à un endroit donné. Est-ce que c'est important d'agir ? Est-ce que c'est pas important, etc. Voilà. En termes de moyens financiers, de moyens humains, c'est simple, on n'en a pas. On en a très peu. Vous connaissez l'état des finances publiques. Le ministère ne roule pas sur l'or, il le roulera de moins en moins. Je ne fais pas grève aujourd'hui, mais j'aurais peut-être dû. Voilà. Pour vous donner un exemple, je crois que j'ai laissé mon devoir de réserve, j'ai dû le laisser au bureau. On a 30 000 € par an, par région, pour lutter contre les invasives. Bon, avec ça, vous ne faites pas grand-chose. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. On nous dit dans votre exposé, vous nous dites qu'en fin de compte, les invasifs, ça n'existe pas. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai lu quelque part une espèce peut être invasive, mais bon, en fait, ça n'a pas forcément des effets négatifs, en gros. Ce que j'ai compris, j'ai peut-être mal compris. Pourtant, vous n'avez pas répondu à ma question par rapport à l'élevage. Quand vous dites on ne sait pas pourquoi c'est invasif, si, dans certains cas précis, j'ai évoqué tout à l'heure les écureuils, certaines espèces, pas d'autres, d'écureuils, qui sont invasifs parce qu'il y a élevage. Donc ça, c'est l'homme qui est responsable de l'élevage, personne d'autre. Donc, si vous voulez, c'est par rapport à ça, moi, j'aimerais avoir une réponse, parce qu'il y a effectivement une législation qui est favorable à l'élevage. Donc, je voudrais savoir, je répète ma question, j'aimerais qu'on y réponde, quels sont les moyens que les scientifiques peuvent avoir pour dire attention, cet élevage-là est néfaste à la biodiversité.
Eh bien, nous, en tout cas, en tant que scientifiques, on n'est pas là non plus, on n'a pas la science infuse non plus. De toute façon, nos champs d'action sont aussi limités, donc on peut éventuellement démontrer par A plus B que l'écureuil gris peut avoir un impact sur l'écureuil roux en France, mais ça s'arrêtera là. Après, en termes d'action, effectivement, c'est les politiques publiques qui interviendront, c'est en région que les actions se feront, mais ça s'arrête là. Le scientifique, il a des moyens limités aussi. Donc on ne peut pas, nous, avec nos petits bras musclés, aller à la rencontre des élevages et de leur dire... voilà, c'est compliqué. Chacun a son rôle à jouer dans la surveillance et la gestion des espèces. Je crois que sur les élevages, je n'ai peut-être pas bien répondu à ce moment-là, mais clairement, toutes les espèces qui sont réglementées au niveau national, les élevages vont avoir besoin d'une autorisation. Donc, il y en a certains, ils ne l'auront pas, ça veut dire que les élevages s'arrêtent. Voilà, clairement. Les écureuils, le vison, etc. Enfin, le vison n'est pas encore inscrit, mais il devrait l'être. Ces élevages-là, ils vont être soumis à une réglementation. Ils vont être soumis à autorisation. S'ils veulent continuer leurs élevages. Autorisation ministérielle après accord de la Commission européenne. Donc, on monte quand même très haut. Après, il y a les espèces qui ne sont pas réglementées, avec des élevages, effectivement, qui pourraient avoir un impact. Mais là, c'est à nous d'anticiper les choses et de les réglementer. Oui, alors vous répondez un petit peu à la question, mais j'avais cru comprendre que l'environnement n'avait pas d'impact sur l'élevage. Alors je me disais, l'élevage c'est le ministère de l'Agriculture. Est-ce qu'il y a des ponts entre l'environnement, l'agriculture, nanani, nananaire, parce que ils sont quand même un petit peu Si, il y a des ponts. Simple individu. Il y a des ponts, alors après il y a des réglementations spécifiques à chaque ministère, à chaque thématique, mais effectivement il y a des ponts qui se font entre l'écologie, l'agriculture, la santé. Après le champ de compétences fait que des fois ça reste un peu vertical, mais il y a de plus en plus de liens qui se font entre ces ministères. Donc après moi je suis pas du ministère, donc il vaut mieux poser la question à François Delacaisse, mais très clairement voilà, au niveau de la réglementation, oui il y a des ponts qui se font entre les différents services. Oui, ce qui est important de comprendre, c'est que la problématique ZEE, c'est une problématique sanitaire. Jessica l'a dit, c'est une maladie de l'environnement. En gros, c'est simple, quand vous prenez une friche industrielle, par exemple, un terrain qui a été complètement perturbé, qu'est-ce qui arrive en premier? Les espèces invasives. Un environnement qui est résilient, entre guillemets, donc Jessica l'a expliqué, c'est-à-dire en bonne santé, finalement. Vous prenez une forêt équatoriale qui suffit elle-même, il n'y a pas d'invasive, parce que finalement, elles n'arrivent pas à s'implanter dans ces milieux-là. Parce qu'il n'a pas été touché par l'homme. Un milieu qui a été touché par l'homme, il crée des brèches, c'est comme le corps humain, vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas de microbes, vous n'avez pas de maladie. Vous êtes fatigué, vous chopez des trucs. Ben là, c'est exactement la même chose. Et les invasives, elles ont 3 impacts finalement. Elles ont un impact environnemental, donc sur la santé de l'environnement. Elles ont un impact économique sur la santé des productions agricoles, animales et végétales. Et elles ont un impact sur la santé humaine. Maladies vectorielles, allergies avec les ambroisies, des choses comme ça. Donc finalement, on est 3 ministères à être concernés par la problématique. Mais c'est une problématique globale. Alors effectivement, en France, on est bien fonctionné en tuyau d'orgue, avec chacun finalement son précaré, donc le ministère de l'écologie sur l'environnement, l'agriculture sur l'agriculture, la santé sur la santé, etc. On essaie de créer des liens, on va dire, entre ces 3 ministères-là, parce qu'on a 3 réglementations finalement qui concernent la même chose, qui sont d'ailleurs assez proches les unes des autres, avec des acteurs différents, mais on a des acteurs finalement qui sont transversaux à tout ça, et on essaye de travailler étroitement, enfin le plus étroitement possible ensemble, effectivement, pour résoudre le problème. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une autre question pour Jessica Thévenot et Monsieur Delacaisse? Non? Bon. J'ai mis les liens en fait juste en dessous. Donc de toute façon, les présentations vont sur le site. Alors les présentations, chaque conférence a été enregistrée, donc oui, les PowerPoint sont enregistrés avec l'intervention de chaque intervenant, et ça sera sur le site du muséum, donc mnhn.fr. Ne cherchez pas ce soir, ça sera pas en ligne ce soir.
Donc attendez une quinzaine de jours, s'il vous plaît, et les 5 conférences seront mises en ligne et accessibles. Voilà. C'était le mot de la fin ? Oui. Bon, merci beaucoup à monsieur Delecaz et à Jessica Thévenot.